Acheter une passoire thermique, ça peut paraître au premier abord bon marché, mais ça peut s'avérer coûteux sur la durée si aucun travaux de rénovation n'est envisagé. Donc, face à un contexte énergétique de plus en plus tendu et une hausse régulière des prix d'énergie, il est plus que nécessaire de trouver des solutions pour réduire sa facture de gaz, sa facture d'électricité, de fioul ou encore de bois. Les travaux énergétiques, c'est aussi l'occasion d'améliorer le confort thermique, d'avoir un logement sain, mais aussi de valoriser votre bien en donnant un coup de jeune à votre futur logement. Cependant, la réalité du terrain, c'est qu'une grande majorité de nos consultants sont un peu perdus dans ce labyrinthe de la rénovation énergétique. Pour ce faire, et vraiment avant toute chose, n'hésitez pas à contacter l'ADIL ou l'espace France Rénov de votre secteur. Une conseillère ou un conseiller il examinera votre projet de rénovation et vous informera gratuitement et objectivement sur les travaux prioritaires et les aides financières disponibles. Effectivement, Romain. Alors, avant de contacter ces interlocuteurs, quels sont déjà les premiers éléments à regarder et à demander sur le plan énergétique lors de l'achat d'un logement dit passoire thermique ou passoire énergétique? Une passoire énergétique ou passoire thermique, les deux sont similaires. Alors, lors de la prise de contact avec le vendeur, vous pouvez déjà, dans un premier temps, lui demander un estimatif, voire une copie des factures de chauffage. Même si elles ne seront certainement pas représentatives de votre future consommation, cela permettra quand même d'avoir une première approche et d'avoir un ordre d'idée. Vous pouvez également lui demander le diagnostic de performance énergétique, dit DPE, qui est obligatoire depuis le 1er juillet 2007 et qui doit être annexé à toute promesse de vente portant sur toute ou partie d'un bâtiment. Alors, c'est un document qui n'est pas une étude thermique, mais plutôt un indicateur qui permettra de connaître la performance énergétique et climatique de ce logement. Il a également pour objectif d'énumérer dans les grandes lignes les travaux à réaliser pour réaliser et améliorer, estimer ces charges énergétiques. Alors, très prochainement, c'est d'actualité, au 1er avril 2023, donc d'ici une dizaine de jours, c'est la loi climat et résilience qui fixe cela. Lors de la vente d'une maison individuelle ou d'un logement situé dans un immeuble ne relevant pas du statut de la copropriété, classé F ou G, un audit réglementaire énergétique devra être réalisé. Pour un logement classé E, l'obligation de réaliser cet audit entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Et enfin, pour un logement qui sera classé D sur l'étiquette DPE, ce sera à partir du 1er janvier 2034. Donc, l'audit énergétique apportera des informations qui seront complémentaires au DPE pour orienter l'acquéreur dans ses travaux de rénovation. C'est en quelque sorte une étude thermique qui sera plus poussée qu'un simple DPE. L'audit comprendra à minima 2 propositions de travaux. Une première proposition prévoyant un parcours de travaux qu'on appelle étape par étape. Donc, dans ces étapes, la première devra réaliser le gain d'au moins une classe et au moins atteindre la classe E. La dernière étape, quant à elle, devra atteindre au moins la classe B. Et enfin, pour les logements qui sont classés initialement F ou G, une étape intermédiaire devra atteindre au moins la classe C. Et enfin, une deuxième proposition qui prévoira un parcours de travaux en une seule étape pour atteindre la classe B. Donc, on est vraiment sur de la rénovation performante. L'auditeur devra pour chaque scénario estimer le montant des travaux et les principales aides financières nationales et locales. D'ailleurs, dans le chat, on a des questions sur les aides financières. Donc, l'audit permettra cela. Et une analyse sera portée également sur les conditions d'aération ou de ventilation du bâtiment. Des travaux pourraient être recommandés si jamais on a des conditions d'aération ou de ventilation qui ne sont pas suffisantes. Précision complémentaire, la durée de validité de l'audit sera de 5 ans. 5 ans, d'accord. Et combien ça coûte un audit énergétique? Alors, on a souvent cette question du prix d'un audit ou d'un DPE.
Alors, le prix de l'audit énergétique, il varie selon plusieurs facteurs, comme la superficie de la maison, la zone géographique, ou encore l'entreprise à laquelle vous faites appel. Ce n'est pas des tarifs qui sont réglementés. En règle générale, pour un audit énergétique, il faut raconter à peu près entre 700 à 1200 euros. 700 à 1200 euros, ok. En suivant les scénarios de travaux, nous devrions donc atteindre un logement peu consommateur en énergie. Quels seraient pour toi les travaux de rénovation à entreprendre en priorité? Alors, de mon point de vue et de par mon expérience, il n'existe pas de scénario type à ce sujet. C'est vraiment du cas par cas. On peut prendre, par exemple, un logement qui a déjà une vingtaine de centimètres d'isolation dans les combles. Des travaux qui seraient liés à l'isolation des combles ne sont certainement pas la priorité, car ce n'est pas parce qu'on met 2 fois plus d'épaisseur qu'on va gagner 2 fois plus sur le gain énergétique. Ce n'est pas proportionnel. Donc, dans ce cas-là, il faudra axer prioritairement le budget sur d'autres postes. A contrario, par exemple, d'une maison qui ne serait pas isolée, où l'isolation des combles serait un des premiers postes, si ce n'est les premiers à réaliser, par l'air chaud, par densité, aura toujours une tendance à monter. Euh, Néanmoins, on peut quand même dégager quelques grands principes. Ce que je dis souvent, moi, c'est essayer de moins consommer et mieux consommer avant de consommer autrement l'énergie. Alors, quel est l'intérêt finalement d'installer un système de chauffage performant et renouvelable si le logement est peu ou mal isolé? C'est en quelque sorte du gaspillage énergétique et ce, même si nous sommes sur du renouvelable. La facture de chauffage, si on simplifie, c'est finalement une consommation de kilowattheure qu'on multiplie par un coût du kilowattheure plus des taxes. À l'échelle individuelle, il sera difficile de jouer sur les taxes et le coût du kilowattheure. Par contre, le facteur consommation, c'est possible. Il faut prendre ce facteur tout simplement et essayer de le tirer vers le bas en isolant par exemple son logement. Installer un nouveau système de chauffage en reportant des travaux d'isolation à une échéance plus lointaine, c'est aussi le risque d'avoir finalement un système de chauffage surdimensionné une fois l'isolation réalisée. Il faut donc prioritairement analyser l'état d'isolation du bien et de son système de ventilation avant de s'intéresser au renouvellement du système de chauffage. Dans le conseil que l'on fait tous les jours, on essaye au maximum de privilégier une rénovation globale, une rénovation poste par poste, surtout pour des logements où on a un gros potentiel de rénovation. Souvent, ce que je dis, moi, c'est un seul chantier et ce sont des années de tranquillité. Donc, les ponts thermiques, les points singuliers, l'étanchéité à l'air pourront être traités dans le cadre d'une rénovation globale grâce finalement à une bonne réflexion avant travaux et surtout une bonne coordination entre les différentes entreprises. Faire des travaux à minima en limitant l'investissement de départ, c'est aussi prendre finalement le risque de faire 2 fois ce qu'on aurait pu faire une fois pour toutes. On a souvent une envie forte de limiter les dépenses en rognant sur les efforts d'isolation, c'est compréhensible, sur un poste ou sur un autre, par exemple en réduisant l'épaisseur d'un isolant. Pourtant, quand on analyse le devis, le surcoût de quelques centimètres d'isolant supplémentaire, c'est souvent négligeable par rapport au montant global du devis. Ce sont toujours des travaux qu'il faudra refaire lorsqu'on voudra atteindre un niveau de performance un peu meilleur. On aura ce qu'on appelle le gisement. Donc au final, on aura dépensé beaucoup plus d'argent qu'en faisant les travaux directement au bon niveau de performance. Ok, donc priorité à l'isolation, avant toute chose, un logement bien isolé. Bien ça. C'est bien ça. Et quel est le coût d'une rénovation en fait et quel est le gain qu'on peut en espérer? Il y avait une question, il me semble, sur le chat par rapport au coût d'une rénovation. Donc, je vais essayer d'y répondre. Voilà, vous avez pu constater que le prix des matériaux est en constante augmentation, hein. Donc, moi, ce que je vais vous donner là, c'est un ordre de grandeur actuel du coût des travaux fournis posés par une entreprise dite RGE, reconnue garant de l'environnement. Si on détaille par poste, pour l'isolation thermique, en gros, on va avoir une fourchette de prix entre 15 à 40 euros pour une isolation de comble perdu.
Entre 60 et 110 euros pour une isolation intérieure des rampants de toiture, dans le cas où on souhaiterait, par exemple, aménager ces pompes pour en faire des pièces chauffées habitables. Entre 30 à 50 euros par mètre carré pour l'isolation des sols. Donc, quand je parle d'isolation des sols, c'est des planchers qui donneraient sur un volume non chauffé ou l'extérieur. Donc, ça peut être, par exemple, un garage sous une maison, un sous-sol, un vide sanitaire. Voilà, un volume finalement où on peut avoir accès pour isoler au plafond. Entre 50 à 90 euros pour l'isolation des murs par l'intérieur. Et enfin, entre 130 à 220 euros pour une isolation des murs par l'extérieur avec la finition et l'échafaudage. C'est vrai que sur ce dernier point, ça va aussi dépendre des matériaux mis en place. Pour les fenêtres, c'est plus difficile quand même de donner une estimation car le prix dépend de la taille de la fenêtre, du type d'ouverture, du type de pose. On peut être sur de la pose en réno, de la pose en neuf. On peut compter pour des dimensions standards en double vitrage entre 400 à 1000 euros pour une fenêtre en PVC, entre 500 à 1200 globalement pour une fenêtre en bois et entre 500 à 1500 euros pour une fenêtre en aluminium. En matière de ventilation, plusieurs systèmes existent. Les plus couramment utilisés, c'est les VMC simple flux dites hygroréglables de type B, donc c'est-à-dire où on va avoir des entrées d'air hygroréglables dans les pièces sèches et des extractions hygroréglables dans les pièces humides, comme la cuisine, salle de bain et toilettes. Donc ça va coûter à peu près entre 800 à 1500 euros, suivant aussi la longueur de gaine à passer. Et l'autre solution pour les rénovations vraiment très performantes où on reprend tout de A à Z, ça peut être la mise en place d'une VMC double flux. Voilà, donc on va récupérer les calories de l'air vicié. Hein. Donc quand vous prenez votre douche, par exemple, eh bien, ou quand vous cuisinez, vous émettez un air chaud qui, au lieu de partir directement comme ça sur l'extérieur, eh bien, on va avoir un échange avec l'air qui va rentrer à l'intérieur du logement. Donc là, il n'y a plus d'entrée d'air au niveau des menuiseries. Ça va être des bouches d'air où on va pulser de l'air qui sera plus ou moins préchauffé par l'air extrait. Donc là, on est plutôt sur des coûts entre 6 000 à 10 000 euros. Pour ce dernier point, on est vraiment sur de la rénovation globale. Hein. Il faut avoir une bonne étanchéité à l'air, il faut pouvoir passer les gaines. Donc vraiment sur des maisons où on va tout reprendre de A à Z. Pour les systèmes de chauffage, globalement, entre 4 et 7 000 euros pour une chaudière à condensation, entre 8 à 15 000 euros pour une chaudière bois-bûche, 17 à 23 000 pour une chaudière à granulés, 10 à 16 000 euros pour les pompes à chaleur de type RO, 15 à 20 000 euros pour une géothermie horizontale et enfin 13 à 22 000 euros, grosso modo, hein, pour un système solaire combiné, donc du solaire thermique. Pour les systèmes de production d'eau chaude sanitaire, on va compter à peu près entre 3 à 4 000 euros pour un ballon thermodynamique. Donc, globalement, en fonctionnement, c'est une pompe à chaleur qui sera dédiée à la production d'eau chaude. Et entre 4 à 7 000 euros si on souhaite partir sur un chauffe-eau solaire pour la production d'eau chaude. D'accord, donc ça c'est pour le coût. Concrètement, quel gain on peut attendre de ces travaux et peut-on prétendre à des aides financières? Alors, pour répondre à cette question, parce que lister les aides financières les unes après les autres, ça serait chronophage. De vous le faire tout de suite. Donc, je vais prendre un exemple d'un projet de rénovation d'un de nos consultants sur la commune de Cournon, d'Auvergne, hein, dans le Puy-de-Dôme. Il s'agit d'une maison qui est sur 2 niveaux de 1956, située à une altitude d'environ 350 mètres, d'une surface de 93 mètres carrés. Donc, les caractéristiques de ce logement, on est, vu l'époque, sur des murs en parpaing de vin, avec une contre-cloison brique de 5 cm sans isolation, des combles perdus, avec une isolation qui a été réalisée en 2017 en ouate de cellulose, donc une épaisseur totale de 32 cm. Un plancher sur sous-sol, pareil, qui a été isolé en 2017 avec 10 cm de laine de roche. Des menuiseries extérieures bois en simple vitrage, une chaudière fuel
qui date d'avant les années 2000. Donc, dans les années 95, ça a dû être installé. On est sur de la ventilation naturelle avec des grilles hautes et basses. Donc, en réalisant la simulation via un logiciel qui utilise la méthode de calcul réglementaire de l'audit énergétique, le logement est en classe G avec une consommation de 286 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Ça représente globalement une facture annuelle de fuel et d'électricité d'environ 4 200 euros. Le propriétaire souhaitait, dans un premier temps, réaliser le changement de ses fenêtres et de sa porte pour gagner en confort, ainsi que le changement de sa chaudière fuel par une pompe à chaleur de type RO. Le montant estimatif des travaux s'élevait aux alentours de 31 800 euros. Donc, en intégrant ces données dans un premier scénario, la maison serait située en classe D. Voilà, si on faisait ces travaux. Donc, ça impliquerait un gain d'environ 60%, ce qui représenterait une facture annuelle d'environ 1 540 euros. Alors, c'est un gain qui est important, hein, on est d'accord, mais le plus gros poste de déperdition dans la maison n'a pas été abordé, à savoir l'isolation des murs. Donc, moi, je lui ai proposé un scénario avec, en plus des travaux énumérés précédemment, l'isolation des murs par l'extérieur, en traitant les points singuliers, notamment d'étanchéité à l'air, et la mise en place d'une VMC double flux, où l'on pourra facilement passer les gaines dans les combles. Donc, si on faisait ce scénario, le montant estimatif s'élèverait à 50 100 euros, un peu plus de 50 000 euros. Dans ce scénario, le logement après travaux se situerait en classe B, donc dans les clous ce qu'on appelle du BBC rénovation, bâtiment basse consommation rénovation, avec une consommation de 88 kWh par mètre carré et par an, soit un gain d'environ 75%, ce qui représenterait une facture annuelle d'environ 1050 euros. Donc, c'est vrai que l'économie, elle est substantielle, mais l'investissement est lui aussi conséquent, comme vous avez pu le voir avec ces chiffres. Donc, pour réduire le prix de départ, on a des dispositifs de soutien financier qui existent, principalement trois. On va avoir le dispositif MaPrimeRénov', qui est le dispositif de l'État. C'est une subvention qui est délivrée par l'ANA, qui remplace le crédit d'impôt depuis octobre 2020. Et donc, on a des forfaits d'aide, soit poste par poste, soit un forfait pour une rénovation globale. On a des bonus également qui peuvent être accordés si, après travaux, le logement sort de la classe F ou G. Donc, on est sur une passoire thermique, on sort de ces classes-là, et bien on pourra prétendre à ce bonus. Ou inversement, si le logement atteint la classe A ou B de l'étiquette. Il faudra, bien entendu, un justificatif avec une simulation énergétique. Le montant de l'aide dépend de vos ressources et du nombre de personnes composant le ménage. Deuxième gros dispositif, les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui obligent les fournisseurs d'énergie, donc les fournisseurs de fuel, de gaz ou d'électricité, qu'on appelle aussi les obligés, à réaliser des économies d'énergie. Pour atteindre cet objectif, les fournisseurs peuvent, entre autres, racheter les économies d'énergie que les particuliers réalisent lors de travaux de rénovation énergétique. Ce sont donc des C2E que les particuliers revendent en échange d'une prime. De la même manière que la prime rénov', le montant de cette prime dépend principalement de la nature des travaux que vous souhaitez réaliser, des conditions de ressources, du système de chauffage et de la surface à chauffer. Et enfin, troisième gros dispositif, l'éco-prêt à taux zéro. Donc là, on n'est pas sur une aide, on est plutôt sur un prêt avantageux qui peut vous aider à financer vos travaux en vous permettant d'emprunter à 0% jusqu'à 30 000 euros maximum pour du poste par poste ou 50 000 euros si on part sur de la réno globale, permettant d'atteindre un certain seuil de performance énergétique. Pour en bénéficier, il vous suffira de faire une demande de prêt directement auprès de votre établissement bancaire, ceux qui ont signé la charte avec l'État. Donc, dans notre exemple, les ressources du ménage sont en catégorie dite intermédiaire, ce qui correspond à la couleur violette dans le tableau de la prime rénov'.
Pour le premier scénario, donc celui du propriétaire, les travaux engendreraient un montant total de subvention d'environ 10 100 euros, soit un reste à charge de 21 700 euros pour la personne. Le deuxième scénario, donc celui que je lui ai proposé, donc celui de la rénovation globale, cela entraînerait un montant total de subvention de 17 500 euros, soit un reste à charge de 32 600 euros. Donc, le retour sur investissement, si on prend le dernier scénario, serait de l'ordre de 11 à 12 ans, si on compare par rapport à l'état initial du logement. Ainsi, quelles que soient les hypothèses d'augmentation du coût de l'énergie, les propriétaires se protègent des fluctuations des prix de l'énergie et perçoivent sur le long terme les fruits de leur investissement. Voilà, j'ai essayé de vous le présenter à travers un exemple. C'est vrai que les aides financières, ça nécessite quand même un conseil personnalisé. Je vais voilà, vous orienter sur la deal de votre secteur ou l'espace France Rénov si vous avez des questions propres à votre projet d'acquisition. Merci Voilà, j'en ai Romain. fini. Pardon. Pardon. J'en ai fini voilà, de cette présentation et on va regarder si sur le chat il y a eu des questions. Tout à fait, Romain. Merci, merci pour cette présentation. Effectivement, les aides financières, conditions de ressources obligent, c'est très personnalisé, donc il faut vraiment se renseigner. Alors oui, il y a effectivement quelques questions, notamment par rapport aux professionnels qui peuvent réaliser, quels sont les professionnels qui peuvent réaliser un audit énergétique? Alors, si on prend le décret du 4 mai 2022, le professionnel devra être RGE Audit ou offre globale. Donc, ça peut être une société d'architectes ou ayant suivi une formation spécifique ou des diagnostiqueurs immobiliers certifiés justifiant des compétences nécessaires pour réaliser l'audit via une formation. Donc, pour trouver des professionnels compétents, il y a une question qui est sur le chat. Oui, il y a une question, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que la DIL peut conseiller des entreprises sérieuses pour la rénovation énergétique du logement? Alors, nous, on ne peut pas finalement vous donner des noms d'entreprises, puisque je le rappelle, on a l'objectif de vous délivrer un conseil neutre, gratuit et indépendant. On va vous orienter sur des sites officiels. Après, n'hésitez pas à faire au moins 3 ou 4 devis comparatifs par poste de travaux et n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec votre conseiller France Rénov ou Adil pour faire un point sur le contenu du devis et sur les coûts associés à ces travaux. On peut citer le site www.francerenov.gouv.fr qui vous permet de trouver un professionnel RGE dans la rubrique annuaire des professionnels. Ça vous permettra de trouver une entreprise RGE, par exemple, pour la mise en place d'une isolation de murs, et bien, dans un rayon qui peut aller jusqu'à 20 km autour de chez vous. Vous pouvez également contacter les organisations professionnelles de votre département. Vous pouvez contacter par exemple la CAPEB, qui est la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment, ou la FFB, qui est la Fédération française du bâtiment. Voilà pour les quelques pistes que je peux vous donner. Mais voilà, la règle d'or, c'est vraiment de comparer au maximum et n'hésitez pas à vous faire accompagner avec un conseiller ou une conseillère compétente. Alors, parmi les questions, donc il y avait, avez-vous une idée du coût de rénovation au mètre carré? Ça, tu l'as abordé. Il y en a une autre, les travaux indiqués dans le DPE sont-ils obligatoires à réaliser? Non, on restera sur de la recommandation principalement. Donc après, ça vous donne des idées pour faire des travaux, mais il y a pas d'obligation à faire ces travaux. La grosse différence qu'on va avoir entre le DPE et l'audit, c'est que le DPE va donner des recommandations de travaux, alors que l'audit, lui, il va vraiment aller plus loin que ça en chiffrant les travaux, en établissant des scénarios donc avec un budget de travaux à la clé.
Voilà, mais rien de tout ça n'est obligatoire. Ça vous donne finalement un ordre d'idée de travaux à faire pour l'acquisition de votre futur logement. Ok, très bien. Alors, il n'y a pas beaucoup d'autres questions concernant l'achat des passoires thermiques. Il faut sans doute que ça mûrisse. Je me permets de revenir un petit peu. Je vois qu'il y avait quelques questions auxquelles je n'avais pas répondu concernant le prêt à taux zéro, notamment quelqu'un qui demandait est-il possible de faire un prêt si on fait de l'autoconstruction prêt à taux zéro plus prêt classique? Alors la réponse de principe est oui, bien sûr, on peut souscrire un prêt classique et un prêt à taux zéro pour financer de l'autoconstruction. Les banques sont parfois un petit peu frileuses parce que la difficulté, ça va être de définir bien clairement le coût total de l'opération et les garanties. N'hésitez vraiment pas à vous rapprocher encore une fois de votre ADIL pour faire le point sur votre projet. Bien. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions vraiment de votre attention, de votre participation et pour l'intérêt que vous avez porté à notre présentation et nous espérons que nous avons pu vous apporter des réponses à vos questions. Donc, j'ai vu que la question était posée. Donc, effectivement, il y aura un replay pour ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui à l'un de nos sujets ou ceux qui voudraient réécouter le webinaire. Vous pourrez le retrouver dès la fin de la semaine, retrouver le replay sur la chaîne YouTube de l'ANIL et sur son site à la rubrique Actualité. Et je vais me répéter encore une fois, mais surtout, si vous avez besoin d'une information en matière de logement, que ce soit en matière d'accession à la propriété ou autre, ayez le réflexe ADIL. Plus de 600 juristes et conseillers sont répartis sur le territoire, en métropole et en outre-mer, à votre service pour vous renseigner en toute neutralité et gratuitement en matière d'accession, mais sur tous les sujets juridiques en lien avec le logement et l'habitat. Donc, vous pouvez retrouver les coordonnées de l'ADIL la plus proche de chez vous sur le site de l'ANIL, www.anil.org, dans la rubrique Votre ADIL.